Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Bonjour et bienvenue ici à Laval, à l'Hôtel de Ville, dans un écrin magnifique. On est très heureux d'être avec vous. Nous avons déposé nos valises ici, dans notre road trip, notre tour de France de l'immobilier, dans cette bonne vieille ville de Laval. On est heureux ici d'accueillir les Lavallois et les Lavalloises. On est très heureux de vous faire partager tout ce qu'on va découvrir dans ce programme des Clés de la Ville. C'est la 36e étape, 36e édition. Et je suis toujours, pour cela, accompagné de mon fidèle complice avec qui j'ai commis cette collection, ça fait déjà 4 ans. C'est Olivier Marin, rédacteur en chef immobilier du Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour Sylvain, merci aux Comment équipes. ça va ? Très bien, impeccable. On est arrivé à bon port ici Et sous le soleil. à Laval. Merci Sylvain pour Radio Imo. Très heureux au nom de Figaro Immobilier et de Figaro Imo Télé de poursuivre cette 4e saison des Clés de la Ville depuis Laval. Se plonger au cœur des territoires, mieux comprendre les attentes, les besoins, décrypter les enjeux de la ville, c'est aussi un grand plaisir, avec toujours le même principe qui fonctionne, qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier et logement, bien sûr, mais on parle aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine. Et à travers notre émission, eh bien, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour la 5e étape de cette saison, 4, après Toulouse, après Orléans, après Lyon, après Limoges, eh bien nous sommes à Laval, reçu par notre grand témoin, que nous sommes très heureux d'avoir à nos côtés, Florian Bercot, maire de Laval et président de Laval Agglomération. Bonjour. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Et au programme, donc, nous retrouverons nos partenaires chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons maître Axel Brière, président de la Chambre des notaires à Laval. Et avec lui, nous ferons un tour d'horizon sur l'évolution des prix, des ventes à Laval. Il délivrera aussi des conseils pratiques. Pour la séquence La vie ensemble, eh bien, nous recevrons Stéphane Dallier, directeur général du pôle promotion résidentielle du groupe Nexity. C'est l'occasion de faire le point et de prendre le pouls du marché, de l'activité des projets dans le neuf, notamment à l'échelle de Laval et sa métropole. La séquence Bien mieux, avec notre partenaire Elio, pour évoquer ce qui est sans doute, on va voir si ça va continuer, l'un des chantiers du siècle en matière de logement, c'est la rénovation énergétique, avec de très récentes annonces gouvernementales sur le sujet qui concerne notamment les biens de moins de 40 mètres carrés, et puis aussi des annonces budgétaires. Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques de Elio, nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Laval et aussi des conseils pratiques pour bien rénover. Beaucoup de nouveautés cette année. On a entendu des annonces de Bruno Le Maire sur MaPrimeRénov'. La transition écologique est-elle en train de devenir la variable d'ajustement pour le budget ? Eh bien, on parlera de tout ça. Il n'y a pas que ça qu'on a entendu. On a entendu qu'on allait chercher du mètre carré avec les dents, bon. centimètre par centimètre. Et puis, nous aurons la présence exceptionnelle de Yannick Borde, président du réseau Procivis et maire de Saint-Berthevin en Mayenne, régionale de l'étape. Voilà pour cette présentation du programme. L'édito, Sylvain, avec Absolument. Grégoire le reporter. Grégoire, qui est à Briançon, qui a enregistré son édito. Je vous propose, monsieur le maire, d'écouter cet édito que l'on a rédigé, qui est une vision très philosophique de votre ville, ainsi que des images un peu, avec un prisme très holistique. C'était le concept de l'émission. Je vous propose qu'on regarde tout de suite. Pour cette 34e étape des Clés de la Ville, la 5e pour cette saison entamée en octobre dernier à Toulouse, nous sommes ravis de poser nos valises ici à Laval. À tous, bienvenue à Laval, ville d'art et d'histoire nichée entre Le Mans et Rennes. Une ville de caractère, une ville dynamique, une ville à taille humaine, une ville où il fait bon vivre.
Alors attention, je parle bien évidemment de Laval en Mayenne et non Laval au Québec. Une ville avec qui le parallèle n'est pas seulement lié au nom que vous partagez, puisqu'elles sont toutes deux villes dirigées par un maire jeune. Une exception politique qui fait du bien et qui apporte un certain dynamisme. Un dynamisme et du caractère. Comme 119 autres villes de France, Laval est une ville d'art et d'histoire. À ce titre, Laval a par exemple candidaté en 2021 pour être capitale française de la culture 2022 et a même été présélectionnée dans les 9 communes finalistes sur les 29 qui ont déposé un dossier. Ici, le patrimoine est important, mais la ville de Laval est jeune d'un point de vue historique. C'est vrai, au regard des villes que nous traversons pour notre émission, Laval ne possède pas de racines romaines ou grecques. Eh bien, Laval est une ville jeune. Laval n'est pas née durant l'Antiquité. D'ailleurs, Laval n'a même pas encore fêté ses 1000 ans. C'est une création ex nihilo autour d'un monument qui constitue finalement le centre névralgique de la ville. Aujourd'hui, c'est le château. Château qui a été fondé en bord de rivière par un seigneur qui souhaitait contrôler un point de passage sur la rivière entre la Touraine et les côtes de la Manche, et s'est développé par la suite au fil des siècles de façon concentrique autour de ce monument phare de la ville. Laval se développe aussi naturellement au Moyen-Âge, notamment à partir du XIIIe siècle, au moment où, après la défaite de la famille des Plantagenets, les Capétiens vont venir s'imposer, donc on va voir l'influence du roi de France. Et puis c'est l'époque où Laval va se doter également d'un rempart, d'une enceinte urbaine longue de plus d'1 kilomètre. Emblématique comme l'est la porte Becheresse, dernier éclat des remparts de la ville et seule porte encore restante, qui a vu naître, dans sa tour droite, Henri Rousseau, plus connu sous le nom de douanier Rousseau. Et puis Laval va connaître par la suite, à partir de la Renaissance, un véritable boom économique. À la demande des comtes de Laval, François Ier va faire canaliser la rivière Mayenne, et les Lavallois pourront dorénavant exporter véritablement à l'international la toile de lin, parce que c'est finalement le textile qui va faire la renommée économique de la ville. À Laval, la préservation du patrimoine, ce sont aussi les bateaux lavoirs, uniques en Europe. Ces bateaux sont finalement l'ancêtre plus convivial de nos machines à laver. Le 19e siècle, qui constitue en soi également une période importante où l'urbanisme général va être profondément modifié à la demande de Napoléon. Napoléon qui souhaite créer ici un nouvel axe routier que l'on appelle la Grande Traverse, Moelle-Épinière, à la création d'un centre contemporain pour Laval, puisqu'on va voir s'établir tout au long de cette grande traverse préfecture, théâtre, hôtel de ville. À Laval, on peut aisément parcourir son histoire à pied. En ce qui concerne les arts, il vous faudra vous rendre du côté des peintures et des médecins pour apprécier ce que cette cité a pu donner au monde. Eh bien, on a vu naître des personnages qui sont très importants au regard de l'histoire. Le tout premier, c'est à la Renaissance Ambroise Paré. Ambroise Paré qui est parti de rien et qui est devenu chirurgien du roi de France. On pense également au douanier Rousseau, donc le natif de Laval mourra dans l'anonymat mais deviendra par la suite le représentant le plus important d'un courant que l'on appelle l'art naïf, une peinture très enfantine, simple, qui n'était à l'époque pas prise au sérieux. Et puis dernier personnage également qui vient traduire cette singularité lavalloise, Alain Gerbaud, c'est un fils de la bourgeoisie locale, fils d'industriel, et qui, après une carrière brillante en tant que tennisman, eh bien, deviendra le premier à traverser l'Atlantique en solitaire à bord d'un voilier, donc un exploit retentissant durant l'année 1923. Laval, on l'a dit, est aussi une ville dynamique qui vit avec son département et n'a pas à rougir économiquement. S'investir dans les nouvelles technologies, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est pour cette raison qu'on peut aujourd'hui dire que Laval demeure la capitale française de la réalité virtuelle. C'est bien sûr le premier groupe laitier mondial et aussi 10e groupe alimentaire mondial, Lactalis. Lactalis est né à Laval il y a quelques années maintenant et l'entreprise est l'un des principaux employeurs de la région. Une ville à échelle humaine, une ville à la campagne et puis avec cette particularité d'être à 1h10 de la capitale. Des bords de la Mayenne
au Square de Boston, des différents cinémas de centre-ville jusqu'au stade Francis-Lebasseur ou soutenir le stade lavallois, on aime sa ville et ici, la ville le rend bien. Alors à tous, bienvenue à Laval. Florian Bercou, que pensez-vous de cette introduction ? Je vous le concède, assez poétique. Très poétique et très historique, mais j'ai hâte qu'on se plonge dans l'histoire moderne, évidemment, et le dynamisme à la fois économique et urbain de la ville, puisque je crois qu'on est en train de vivre là un nouvel âge d'or, une nouvelle épopée lavalloise qui se refait sur elle-même, et ça va être intéressant de l'évoquer dans notre émission. Cette émission, mesdames et messieurs, et vous tous qui nous écoutez, merci d'ailleurs d'être avec nous, puisque c'est cette 36e étape. Si on fait 36 étapes, Olivier, c'est parce qu'on a un public qui nous suit depuis bientôt 4 ans, et donc merci de votre fidélité au Figaro et à Radio Imo, bien entendu. On va faire une petite exception, si vous voulez bien, Florian Bercou. On va recevoir dans quelques instants un maire singulier, qui est le maire d'une commune limitrophe de Laval. Il est le maire de Saint-Berthevin. Il s'appelle Yannick Borde. Et vous le connaissez bien, puisqu'il est aussi également le président du réseau Procivis. C'est un homme engagé, c'est avant tout un élu local. Et vous le savez, Florian Bercou, avec Olivier Marin, on aime beaucoup les élus locaux. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner de la lumière. Donc, on va vous proposer, vous êtes d'accord, monsieur le maire, un entretien avec deux maires, pour une fois, Olivier. Mais c'est très bien. Voilà, avec le régional de l'étape. Avec le régional de l'étape, qui va nous parler aussi de son territoire. Et on enchaînera, comme c'est l'usage chaque mois, sur le reste de nos programmes. On se retrouve tout de suite après ça. Les clés de la ville. Rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes ici à Laval, à l'Hôtel de Ville. Quoi de mieux que d'être reçu dans cet écrin magnifique Laval. Je le rappelle tout à l'heure, on l'a vu dans le reportage et dans l'édito. On est à une encablure finalement de la capitale, une ville à la campagne, une qualité de vie qui est vraiment et qui donne vraiment envie. On est reçu bien évidemment par le régional de l'EPAC, qui est le maire de Laval, président de Laval Agglomération. C'est Florian Bercou. Merci Florian d'être avec nous et de nous avoir accueillis dans cet écrin magnifique ici à l'Hôtel de Ville. Et une fois n'est pas coutume, nous recevons pour un entretien de quelques minutes. On en profitait puisqu'on passe dans sa région. Il est le maire de Saint-Berthevin, président du réseau Procivis. C'est Yannick Borde. Bonjour. Bonjour Yannick Borde. Comment ça va ? Pleine forme. Alors, Yannick Borde, on se connaît bien, ça fait plusieurs années qu'on échange sur les plateaux, télé, radio. Comment vous qualifieriez votre territoire aujourd'hui ? Est-ce qu'on est dans l'archétype finalement du territoire qui bâtit encore dans un contexte incertain ? Alors, moi, c'est un territoire dont je ne suis pas originaire. Je suis là depuis une trentaine d'années, donc je l'ai découvert en arrivant pour travailler, puis je suis un peu intégré aujourd'hui quand même, a priori. Donc, on est sur un territoire qui, c'est un peu les caractéristiques des territoires de l'ouest de la France, c'est-à-dire assez entreprenant. Ça a été démontré dans la présentation tout à l'heure en citant le groupe Lactalis comme un exemple, mais il y a plein d'entreprises individuelles, il y a plein d'histoires industrielles sur ce territoire. C'est un territoire qui s'est connecté aussi. Alors, on n'a pas de la réalité virtuelle, mais on peut aussi parler de la proximité de Paris. On est peut-être 300 km, oui. Oui, 1h10 de TGV quand on s'arrête pas au Mans, 70 minutes. On est peut-être moins facilement connecté avec la capitale régionale, mais on est aussi de Nantes, mais on est aussi très près de Rennes, du Mans. Donc, oui, capitale régionale, c'est quoi ? Ce serait plutôt Rennes ou le Nantes. Nantes, oui. En termes de territoire, c'est Nantes. Mais en termes de proximité, c'est vrai qu'il y a aussi une grande proximité avec la capitale bretonne, qui est Rennes. Voilà, c'est un territoire qui est assez sain et qui se parle, où les gens se parlent aisément. On fait tous les deux un peu de politique quand même, donc on voit que c'est l'envie de construire ensemble, et puis qui a préservé aussi, je pense, une grande partie de son cadre de vie. Alors certes, Laval, ville d'art et d'histoire, tout le développement qui a pu se faire économique, mais aujourd'hui ici touristique, et puis de bien-être autour de la rivière. Voilà, donc il y a un cadre de vie qui est préservé. Moi, j'aime pas trop le petit terme ville à la campagne ou petite ville à la campagne, parce que je trouve que c'est un peu réducteur. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on ramène ça souvent un peu à des choses un peu passées, et je suis pas certain qu'on traduise un vrai dynamisme derrière cette phrase-là. Vous pensez pas plutôt qu'on fait allusion à la qualité de vie ? Si c'est la qualité de vie, ok, mais je pense qu'il faut aller un peu au-delà. C'est-à-dire la qualité de vie, c'est un petit peu différent, je trouve. Donc il y a un territoire qui est assez sain et qui souffre encore, même si je trouve que moi, ça fait
plus de 20 ans que je suis élu local, qui ces derniers temps a accentué aussi son image, amélioré son image. Il y avait un dicton ici qui était vivons heureux, vivons cachés. Moi, je n'y crois pas trop comme formule. Le bien ne fait pas de bruit. Le bien ne fait pas de bruit, le bruit fait pas de bien. Voilà. Donc, on est passé peut-être à autre chose aujourd'hui, à la fois sous l'impulsion du département et puis sous l'impulsion de l'agglomération lavalloise, qui est quand même qui concentre à peu près 40% de la richesse, quel que soit l'indicateur qu'on prend d'ailleurs, du territoire. Saint-Berthevin, donc 7000 habitants à peu près. Quelles sont les particularités de Saint-Berthevin ? Alors Saint-Berthevin, c'est 7500 habitants pour être précis. Ça touche, vraiment. Alors on est la seule commune en continuité urbaine, c'est-à-dire vous passez de l'une à l'autre sans quitter la ville. On va dire la partie habitat de Laval, la partie économique qui est à cheval sur les deux communes et la partie habitat de Saint-Berthevin. Donc Saint-Berthevin, on a une particularité, c'est que c'est une ville qui s'est développée en parallèle de Laval. Laval, c'était ce qu'on appelait à la fin des années 60 l'école bleue, j'aime pas trop ce terme-là aujourd'hui, mais c'était comme ça. Bleu, c'est-à-dire le monde ouvrier autour de l'automobile, la sous-traitance automobile notamment. Ah oui, donc les grands quartiers d'habitat social qui se sont constitués à ce moment-là. Et Saint-Berthevin, on a plutôt à l'époque attiré les employés, les cadres moyens, les techniciens. Aujourd'hui, tout ça, c'est un peu derrière nous en termes de sociologie, c'est plus tout à fait comme ça. Mais c'est-à-dire que Saint-Berthevin, c'était un peu la ville un peu bourgeoise, quoi. Non, c'est un peu fort bourgeois. Et aujourd'hui, c'est une commune où il y a 6000 emplois. Il y a des grands groupes industriels qui ont leur siège. 6000 emplois sur Saint-Berthevin ? Oui, ce qui fait quelques jaloux parfois, mais c'est pas grave. Mais il y a des grands groupes industriels qui ont leur siège, le groupe Ruo, le groupe GIS. Tout le monde ne sait pas, mais l'ancienne NOS, par exemple, a son siège social sur la ville de Saint-Berthevin avec 450 salariés. Et puis, qui a aussi la particularité, et c'est un sujet qu'on évoque très souvent avec Florian en étant attentifs tous les deux sur le sujet, qui a la grande zone commerciale du département. Donc, il y a souvent des sujets. Après le centre-ville de Laval. Pas le centre-ville de Laval, merci. Il faut le préciser. mais non, mais c'est un sujet parce que ça fait, moi, tous les maires que j'ai côtoyés à Laval, ça a été toujours un sujet de discussion, mais on a bâti ensemble sur ce mandat-là le schéma d'organisation commerciale du territoire, qui veille à ce que on cannibalise pas l'un par rapport à l'autre. Donc voilà, c'est une des attractivités. Et puis aussi, c'est une commune qui est très étendue sur l'ouest, donc énormément d'espaces ruraux, d'espaces naturels, une rivière qui s'appelle le Vicoin, qui est un affluent de la Mayenne qui traverse la ville. Et une base de Coupeau. Et une base. Alors on appelle plus base, mais qui est un site naturel assez privilégié qu'on identifie assez mal quand on la traverse. Ces territoires avec combien de communes dans l'agglomération 34 communes. 34 communes. Et assez étendu finalement, Yannick Borde l'a très bien rappelé, 40% de la richesse, un PIB industriel très fort, 25% de notre PIB, notre richesse, elle est industrielle avec des grands groupes. Donc ça c'est une particularité, mais qui tourne pas le dos à la ruralité, puisque des groupes agroalimentaires évidemment importants. Mais quand on voit la continuité urbaine dont vous parliez, est-ce que ça veut dire qu'à l'instar par exemple de ce qui s'est passé à Courcouronnes avec Évry, une fusion des communes est-il possible ? La fusion des communes, c'est pas l'urbanisme qui va le décider. C'est plutôt est-ce qu'on a d'autres projets de territoire. Non, mais je parlais d'un point de vue politique, dans l'ingéniosité qui fait que le territoire ayant une continuité urbaine avec ce que vous venez d'indiquer formerait une ville. Et est-ce que vous avez des projets en commun, peut-être sur l'habitat, sur la mobilité Aujourd'hui, c'est surtout l'agglomération qui est le projet commun du territoire, où effectivement on porte énormément de grandes politiques publiques, mobilité, habitat, développement économique, enseignement supérieur, et peut-être demain d'autres compétences qu'on pourrait partager. Donc le projet il se fait vraiment à l'échelle de tout un territoire, 34 communes, où effectivement chacun a sa place, où on bâtit un peu l'esprit de coalition mayennais qu'on retrouve. Alors justement, il nous reste 3 minutes sur la question, Yannick Borde. Vous ne faites pas partie du même camp politique que le Florian Berco, et pourtant on a une agglomération qui fonctionne. Est-ce que ça veut dire qu'au-delà des clivages politiques ou des chapelles politiques, on a un habitant. Il y en a un petit, ça montre que la biodiversité se développe. Est-ce que finalement on n'a pas là, comme d'autres villes où on a déjà rencontré des agglomérations dans lesquelles il y avait... ah oui, d'accord, ça va être sympathique. Est-ce que on est sur quelque chose de très pragmatique, de très réaliste, de très fonctionnel ? Sur un territoire comme le nôtre, le clivage politique, il existe un peu au moment des élections. On va pas se le cacher. Et puis après, pendant 5 ans et demi, c'est un non-sujet quasiment. C'est-à-dire que sur la gestion... Dans d'autres métropoles, c'est pas toujours le cas. Oui, mais d'accord. Mais ici, vous avez plutôt... Ici, il se trouve que la ville de Laval a une particularité, c'est à chaque élection, il y a une alternance.
Je ne sais pas ce qui se passera en 2026. Pas tout le temps, c'était pendant très longtemps Oui, un seul maire. Mais depuis 20 ans, Oui. ça a tout le temps. Donc moi, je change de maire tous les 6 ans, enfin de partenaire à Laval tous les 6 ans. Donc il y a un travail en bonne intelligence. Mais voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix sur un territoire comme le nôtre, si on se frotte politiquement sur le moindre sujet. Ça a peu d'intérêt et ça a peu de résultats. Par contre, effectivement, après, je mets de côté les périodes de campagne électorale qui sont des moments sur lesquels il y a des différences qui apparaissent. Mais comme l'a évoqué Florian Bercaud, sur les grandes politiques qui sont conduites par Laval Agglomération, aujourd'hui, tous les élus, les 34 maires, certains avec des nuances, il y a évidemment des débats sur tel ou tel sujet, mais l'objectif, c'est quand même de tirer le département et le territoire, et le département avec, puisqu'on est quand même la locomotive du département de la Mayenne. Et qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler ensemble. Et au-delà des sensibilités politiques qui peuvent être différentes, ça pose aucun problème de discussion en permanence. Est-ce que vous pensez que... Un territoire de projet, c'est important de le dire, c'est les projets qui nous rassemblent. Et quand il y a des projets, il y a de l'envie et ça suit. On va poursuivre l'entretien avec vous, Florian, tout à l'heure. On voit, vous avez une activité service, une activité industrielle qui ferait vraiment envie à d'autres territoires, c'est vrai. Est-ce que vous ne pensez pas aussi, Yannick Borne, que de vue de l'extérieur, on ne vous connaît pas suffisamment? Si, c'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Quelque part, il y a une espèce de... Quand on vient sur le territoire, qu'on découvre votre ville, Saint-Berthevin, l'agglomération Laval, on a vraiment l'impression d'une déconnexion entre ce qui existe réellement et l'image qu'on en a quand on est... Oui, c'est un peu l'image des villes moyennes qui, à un moment donné, était mise un peu au rabais ou pouvait apparaître comme étant un peu moins attractive que les grandes métropoles. Mais vous l'attribuez à quoi, ça Je pense que tout à l'heure, quand on disait que la volonté, c'était pas nécessairement de faire trop de bruit, c'était pas complètement innocent aussi. Ça a eu des impacts. Nous, sincèrement, sur le territoire, moi, sur mon premier mandat, j'ai eu la chance de vivre, parce que je pense que c'est une chance quand on est élu, le dossier de la LGV, par exemple, qui a démontré quand même le positionnement assez stratégique de la ville. Il y a d'autres dossiers en ce moment qui sont en train de regarder dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un tissu aussi d'entrepreneurs simples, sains, attachés à leur territoire. Quand ils investissent, bien évidemment, il y a quelques grands groupes internationaux, ils investissent un peu ailleurs, mais quand ils peuvent privilégier le territoire, je pense qu'ils jouent le jeu. Et puis, les derniers mois, on en a plusieurs fois parlé avec vous, Sylvain Olivier, c'est que les villes moyennes ont retrouvé aussi... une attractivité, l'hyper-métropolisation a montré aussi ses limites. Voilà, on a encore à travailler, parce qu'on a encore quelques jeunes qui partent, qu'on a parfois du mal à faire revenir, quand ils partent faire leurs études ailleurs. Mais sincèrement, c'est un territoire où depuis plus de 10 ans, il y a un taux de chômage qui est très inférieur à la moyenne nationale. Et c'est pas que par les départs, c'est parce que aussi, on a des emplois qui se créent, des industries qui se développent et qui sont bien implantées, bien ancrées sur le territoire. Voilà, on voulait vous donner la parole à vous, Yannick Borne, maire de Saint-Berthevin. Applaudissements pour Yannick Borne. Voilà, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour le grand entretien avec le maire de Laval, ici à l'Hôtel de Ville. Les clés de la ville. Et bien de retour sur le plateau, ici à Laval, à l'Hôtel de Ville, accompagné de l'autre hôte de ces lieux qui nous a reçus avec beaucoup de gentillesse. C'est Florian Bercaud, maire de Laval, président de Laval Agglomération. Applaudissements pour le maire de Laval. Monsieur le maire, c'est un vrai plaisir d'être ici et on ne va pas bouder notre plaisir, toujours accompagné bien sûr d'Olivier Marin. On va enchaîner tout de suite avec une première question sur le renouvellement urbain. C'est un vrai sujet que vous avez à cœur d'engager. Renforcement de l'attractivité de la ville, on en parlait tout à l'heure avec Yannick Borne, pour donner finalement une image de Laval, une image qu'elle mérite finalement quand on voit la réalité, quand on vient ici. Moi-même, le premier, je peux vous dire qu'en découvrant Laval, j'ai vraiment découvert un territoire dont je ne soupçonnais pas effectivement la richesse. Mais aussi le principe de la mixité sociale, de la cohésion sociale, un vrai sujet qui est à combiner avec la richesse de votre patrimoine, mais aussi avec la dimension politique que vous avez avec des grands groupes tech, agroalimentaires et autres, qui boostent la ville et qui donnent une image de la ville avec, c'est vrai, un taux de chômage qui est l'un des plus faibles de France, qui donne envie à tous vos collègues, mais ça, vous le saviez déjà. C'est quoi les grands leviers que vous allez mobiliser pour mener à bien cette politique? Vous êtes un jeune maire, vous êtes un maire qui tranchait complètement, je l'ai déjà dit sur le plateau, avec l'image qu'on a du maire. Je pense que vous incarnez avec beaucoup de force et beaucoup de conviction une nouvelle génération, parce que vous auriez pu, vous, le Florian Bercaud, travailler dans n'importe quelle grande entreprise, certainement nettement mieux rémunérée. Et pourtant, vous êtes engagé dans ce combat social, dans la politique,
pour justement le bien des Lavalloisiens et des Lavalloises. Des Lavallois. Voilà, Lavallois et Lavallois, on va dire. Oui, pardon, oui, effectivement. Oula. J'étais pas loin de Levallois, là. Je m'appelle pas Patrick. Voilà. Expliquez-nous un petit peu, justement, c'est quoi les leviers dont vous disposez pour aborder ce renouvellement urbain. Effectivement, c'est, je pense, dévoiler les atouts de nos territoires. Ça a été très bien dit par Yannick Borde. Je crois que ces villes d'équilibre, aujourd'hui, démontrent finalement qu'elles sont des villes où il fait bon vivre, où on n'a pas eu les excès de l'hypermétropolisation, ce développement urbain a totalement corrigé, et donc on s'y sent bien. On a une offre de services intense, et que le renouvellement urbain se passe par un renouvellement et au service de l'humain. Et c'est important que quand on fait des grandes rénovations, puisque la ville de Laval a aussi ses fragilités, on a 3 quartiers prioritaires de la ville, les quartiers populaires, qui sont en plein renouvellement. Il faut que les rénovations qui se fassent des logements, mais aussi de l'espace public, soient au service d'un projet humain, d'un projet de développement économique et d'enrichissement collectif. Et ça, c'est vraiment, je pense, une carte à jouer aussi dans nos villes moyennes. Et puis, c'est comment on refait la ville sur la ville en lui apportant les attributs de la nature, évidemment, les attributs de l'offre de services, de la convivialité. Des petites choses qui ont été faites, moi, à mon arrivée en fonction, qui ont changé peut-être un peu l'image de la ville, et qui, finalement, ont apporté un espace, un volet convivial et familial. On a, par exemple, élargi l'espace qu'on donne au marché du samedi matin. On a mis en place une guinguette le long de la Mayenne. C'est des petites choses qui font qu'aujourd'hui, la ville, petit à petit, ça grouille davantage. Et je ne parle pas des travaux à venir, évidemment, dans le centre-ville de Laval, mais c'est important aussi que le projet urbain suive aussi la dynamique humaine de ville et de comment on améliore la vie vraiment au quotidien. Alors, vous le disiez, mais effectivement, les deux sont liés. La ville, elle doit garder à la fois son identité, mais aussi avancer, avoir des projets urbains. On parle de plus en plus de réhabilitation, de transformation, de reconstruire sur l'existant, de redonner vie en fait à d'anciens bâtiments. Et vous avez amorcé le changement donc en centre-ville avec la rénovation de la nouvelle place du 11 novembre devant la mairie. Alors aujourd'hui, les travaux se succèdent et vont durer jusqu'en juin 2025. Chantier notamment de piétonisation avec en point d'orgue les futures halles de la ville, les halles de Laval, halles gourmandes, 1600 mètres carrés de bois et de verre dédiés au commerce de bouche, commerçants locaux, traiteurs, restaurateurs. Vous dites que ça va devenir le temple de la bonne bouffe. C'est ce que vous avez déclaré récemment. Alors, ma question, elle est double, L'idée, c'est d'en faire une vitrine, de montrer justement cette attractivité. Et puis, comment s'est vécu ces travaux par la population actuellement ? C'est vrai que c'est un projet, c'est le centre névralgique, c'est le cœur battant de la ville, mais plus largement de l'agglomération et du département. Ça fait quelques années qu'on en parle. Il était temps de passer à l'action, évidemment, et de faire cette transformation urbaine une vitrine, un étalon de ce que pourraient être les autres projets de transformation dans la ville, des places de quartier, des quartiers, de la gare, on pourra revenir, du campus universitaire. C'est-à-dire qu'on y a rassemblé toutes nos idées de refaire l'humain à travers l'urbain, de remettre la place à la nature à sa juste place, débétonner la ville, évidemment, et puis de faire un lieu de convivialité, et que ce centre-ville, finalement, qui est soumis à beaucoup de transformations commerciales. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à davantage acheter du seconde main, d'acheter en ligne. Je crois que le combat avec la périphérie est un peu révolu, puisqu'aujourd'hui, l'offensive vient d'ailleurs. Et donc, de faire un centre-ville, une zone de flux et un lieu de destination où on reste plusieurs heures, plus que simplement pour acheter une baguette de pain, ça me semble essentiel. Et c'est toutes ces idées, ces intuitions qu'on a rassemblées sur cette place du 11 novembre, qui était une zone finalement en plein cœur de ville, pas forcément bien fréquentée, et qui était là pour héberger soit un monument mort, soit et les habitants, du stationnement. Les travaux, est-ce qu'ils l'acceptent ? En tout cas, je crois personne ne remet en cause le projet final. Et ça, c'est important, c'est qu'il y a une adhésion avec le projet qui a été présenté au Lavallois. Après, il y a le temps des travaux qui est difficile, évidemment, comme tout travaux. Partout. Mais on le voit bien, même les travaux les plus essentiels à des villes, je vois à nos villes voisines comme Rennes, quand il a fallu mettre en place les travaux du métro, ça a été très dur. Il y a eu beaucoup d'opposition. Aujourd'hui, évidemment, ceux qui souffrent le plus, c'est évidemment nos commerçants qui font vivre la ville, et puis les habitants autour. Mais je crois qu'il y a une adhésion sur le projet. On essaye autant que possible d'être pragmatique,
de réaméliorer et d'effacer les travaux, même si évidemment il y a un impact. Et ce qui doit nous rassembler, c'est évidemment la ligne d'arrivée. Alors justement, merci pour cette transition, parce que vous êtes très actif sur le thème de la transition écologique. Je sais que c'est un sujet qui vous touche particulièrement, mais ça touche tous les élus locaux. Et vous n'êtes pas ce qu'on pourrait appeler, je vous connais un peu, un adepte de l'écologie punitive. Si je peux dire les choses. En tout cas, d'écologie de communication. On sait toutes et tous que c'est un défi. Inciter plutôt que contraindre. Oui, et contraindre quand on n'a pas d'autre choix, puisque effectivement, c'est un défi. Avant d'être un défi écologiste, la préservation de notre planète, c'est un défi humaniste, humain. Il s'agit de notre propre survie à toutes et tous. Donc, ça doit nous rassembler. Mais vous n'êtes pas comme certains, on ne va pas dire de nom, mais avec Olivier, on en rencontre beaucoup. Vous n'êtes pas comme certains élus locaux, ancrés dans un dogme. Je vais me permettre de revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez, voilà, on va débétonner la ville. Je ne vois pas en quoi le béton, finalement, serait la cause de tous les maux de la Terre, puisqu'il existe des formules bas carbone béton, et le béton, c'est quand même ce qui a fait accélérer la construction de nos villes, nous avoir protégés. Est-ce que cette idée toujours de dire, oui, le béton pas bien, le béton mauvais, pas bien, etc., c'est pas un peu une école de pensée qui, quelque part, stigmatise ceux qui fabriquent la ville au quotidien? Je vous provoque un peu, mais c'est à dessein, oui. Oui, alors moi, c'est pas le béton que je mets, c'est la place de la nature dont on a besoin pour vivre en bonne santé. L'OMS dit 12 mètres carrés de nature par habitant. Ce que je veux dire, parce que voilà. C'est ça, mais est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on a suffisamment de grands espaces publics? Moi, une des lignes fortes de la transformation urbaine qu'on mène, c'est de se dire, le privé s'occupe des logements et c'est la sphère de l'intime, et c'est important d'être d'abord bien phoniquement dans son logement, thermiquement ensuite, mais les gens, ils veulent vivre bien chez eux, surtout quand on vit dans des appartements. Et ensuite, collectivité, le public doit gérer l'espace public qui est la fabrique du commun. C'est là où on recrée du lien social. Et je crois qu'on fabrique... Non, mais construire en béton, c'est pas un défaut. Oui, mais on fabrique plus de liens sur l'espace public dans les espaces de nature. Je crois qu'on fait plus de rencontres familiales dans un parc qu'effectivement sur une cour de béton. Vous avez lancé un dispositif qui s'appelle Intracting, c'est bien ça? Intracting. Oui, voilà. Intracting, merci. Visant à mettre l'accent sur les travaux de performance énergétique, c'est vachement intéressant. C'est hyper intéressant. Est-ce qu'on peut nous en dire plus, ce projet qui est assez innovant dans sa forme? Oui, effectivement. L'intracting, c'est de se dire que quand on fait des travaux de rénovation énergétique, quand on passe en LED tous les panneaux lumineux de la ville, eh bien, il y a une rentabilité écologique et financière qui se met en place. Et donc, on s'est endetté, on a mis en place une dette verte. Et ça tombe bien, ça sort des ratios financiers dans le dernier PLF, où on investit pour protéger notre environnement. Et donc, on l'a fait pour 1,4 million. On va passer en une année tous les panneaux lumineux, tous les éclairages en LED. C'est impressionnant, on n'aurait jamais eu les finances pour le faire. En tout cas, on ne l'aurait pas priorisé comme ça. Et on met 700 000 € sur des bâtiments, et notamment la rénovation d'une école, l'école Jules Verne, dans un quartier populaire. Et ça va faire un gain à la fois d'énergie et ça va faire d'économie. En fait, le financement se fait par toutes les économies d'énergie. En 8 ans, on rentabilise nos panneaux LED, et autour de 13 ans, on rentabilise les travaux énergétiques des bâtiments. Je crois que c'est des manières comme ça, face au mur d'investissement qui est devant les collectivités locales, puisqu'on a un patrimoine très important, trouver des prêts verts, effectivement ces méthodes de financement écologique me semble essentiel. Il va falloir qu'on s'y attaque. Je crois que c'est le début d'une vraie révolution de financement. Moi, je me suis toujours posé la question, mais quand on est dans une maison performante, pourquoi on a le même crédit et le même prêt que dans une passoire thermique? Très juste. Et j'ai toujours milité pour qu'il y ait un prêt bonifié, que ce soit dans les écoquartiers ou effectivement pour le monde du logement. Je crois qu'on y arrive, peut-être un peu tard, mais on y arrive et ça me rend optimiste quant à l'avenir. Alors justement, la transition, vous l'évoquiez avec le logement. Beaucoup souhaitent accéder à la propriété. On n'arrête pas de le dire, il faut absolument fluidifier le parcours résidentiel, aider, mais d'autres déjà pense à trouver une location. J'ai regardé hier soir sur le site Figaro Immobilier, Laval, combien de biens à la vente et combien de locations. Alors c'est sur Figaro Immobilier. J'ai trouvé 246 annonces de biens à la vente et locations 17. Alors je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a pas un écart comme ça à ce point-là. Donc j'ai regardé sur Se Loger. Alors, effectivement, il y a plus de biens à la vente. On est à 410 biens à la vente, mais locations 91. Alors, on pense de plus en plus aux étudiants qui ont du mal à se loger. On pense à la difficulté déjà vraiment de trouver une location. Ça devient... Enfin, c'est non, mais tu as raison, Olivier. Il y a moins de 100 locations en flux sur la ville de Laval. C'est fou.
Et au-delà de ça, alors justement, quelle est, votre politique en matière de logement à Laval? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Alors effectivement, le marché est assez tendu et je crois qu'on n'a jamais autant rénové et construit à Laval que ces dernières années. Et les permis de construire l'attestent, c'est entre, en moyenne, 600 permis de construire. Vous êtes donc, Florian Berco, un maire bâtisseur. Rénovateur et bâtisseur, c'est-à-dire qu'on privilégie des espaces publics de qualité et effectivement on densifie sur le reste. Je crois que l'illusion du pavillon individuel, on a déjà plus de 60% du stock de nos logements en France qui sont du pavillon. On peut continuer évidemment à en développer, mais depuis 2018, le nombre de permis de construire collectifs a dépassé les permis de construire individuels sur la ville de Laval. La tension, elle est forte et nous, notre priorité, c'est de loger des familles. On veut évidemment rester attractif pour des familles avec enfants, pour faire vivre nos services publics, pour faire vivre nos écoles. Et ça, c'est la priorité qui est donnée. Et donc, on utilise différents leviers. Il y a évidemment le logement social. On a la chance d'avoir un bailleur municipal, un bailleur départemental très actif sur notre ville et sur notre département. Ça, c'est vraiment un atout. Et puis, on développe des solutions comme le BRS, qui effectivement permettent d'amoindrir le coût dans solidaire, oui. Voilà, qui permet d'accéder à la propriété à un prix plus raisonnable et peut-être petit à petit venir dégonfler le prix de l'immobilier. Mais on sait bien qu'il y a une tension. Et aujourd'hui, très clairement, sur le prix de l'immobilier, on peut plus agir sur le crédit, on peut plus agir sur le coût de construction, et c'est évidemment sur le prix du foncier qui reste. Alors sur lequel on veut évidemment travailler. Et puis on a une politique de mixité inversée, c'est-à-dire prôner la mixité sociale que dans les quartiers populaires. On va faire revenir des gens aisés dans les quartiers populaires. Je ne suis pas sûr que ce soit le mantra unique. On est sur développer du logement social dans toutes les opérations qu'on fait, et notamment en cœur de ville, puisque à Laval et en Mayenne, 80% des Lavallois et des Lavalloises ont accès au logement social. On a un territoire, effectivement, 80%. Voilà, on a un territoire où le salaire médian est assez faible, où effectivement une grande majorité peuvent y accéder, et c'est par cette politique-là de soutien au logement social et abordable qu'on pourra réaccueillir des familles. Florian Berco, comme partout en France, bien évidemment, c'est Olivier le disait très bien, il est très difficile de se loger à Laval, comme dans toutes les grandes agglomérations. Avec vous, la particularité, c'est qu'effectivement, ça manque cruellement d'offres, notamment sur l'ancien. Vous l'avez dit, coût du foncier, difficulté d'obtention, on en parlera tout à l'heure avec Stéphane Dallier sur les permis de construire, justement, sur les coûts de construction, sur les modes constructifs, augmentation aussi des taux d'intérêt. On a pris plus de 450 points de base d'augmentation en l'espace de 2 ans, ce qui est absolument ahurissant. C'est en train de se stabiliser un peu et voire de baisser légèrement, ce qui est une bonne nouvelle quand même. Oui, il y a un peu de nouvelle, mais le point qui a baissé n'est pas forcément de nature à relancer de facto le marché sans impulsion politique. Bref, les Français ont du mal à se loger. Vous avez été concerné et touché de plein fouet, parce que l'offre de logement est estimée absolument insuffisante. Et pourquoi je vous pose la question, vous l'avez compris. Le gouvernement avait décidé d'exclure Laval du dispositif du prêt à taux zéro, de la construction de logements neufs. C'est bien ça ? La bataille n'est pas terminée. Et vous avez... oui, mais justement, on va faire la petite conclusion de la question. Vous avez écrit, parce que vous n'étiez pas content, M. Berco, pas content, mais pas content du tout. Non, je ne suis pas comme ça. Non, mais j'ai une proposition alternative. Non, mais vous savez, mais à la limite, on vous applaudirait des deux mains quand vous n'êtes pas content, parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi être content, surtout quand on voit ce qui se passe. Je ne suis pas content des vous avez annonces, écrit au ministre du Logement. Revenir sur la loi SRU, qui était quand même un consensus politique, droite et gauche. Revenir dessus, Florian c'est pas Berco, possible. à quel ministre vous avez écrit ? Parce que c'était Patrice Vergrit, mais on recommence. On s'y retrouve. Je recommence actuellement à recontacter le nouveau ministre du Logement. On est au 5e ministre du Logement. On a 4 premiers ministres et 4 gouvernements, donc et 2 mandats présidentiels. Voilà. Donc vous avez écrit à Patrice Vergrit. Oui, à l'époque, effectivement. Et vous allez réécrire à Guillaume Casbarian. Exactement. D'accord. L'idée, c'est évidemment de faire un contrat de confiance. On a bien compris que l'État voulait faire des économies sur le logement et finalement laisser le libre cours du marché se réorganiser. Votre avis ? C'est sans oublier que quand même les collectivités locales ont un rôle majeur avec une politique habitat très forte en ce qui concerne la Laval Agglomération, un plan local de l'habitat avec des objectifs fixés en concertation avec l'État. Moi, j'ai une proposition alternative. J'ai bien compris que le Pinel, et puis a défiguré une partie de la ville. Moi, je suis assez conscient que ça n'a pas fait que du bien à Laval. Par contre, mon idée, c'est de conserver les attributs du Pinel, le prêt à taux zéro et potentiellement imaginer une fiscalité différenciée sur certaines zones de la ville sur lesquelles on veut vraiment faire de l'acupuncture, mettre un coup de projecteur pour densifier la ville. Nous, on a 2 axes.
la gare, qui est un quartier d'affaires qui est en train d'émerger. Vous allez revenir dans quelques mois, il y aura 4 grues qui vont arriver sur le quartier de la gare, et qui héberge aussi du logement avec un projet Nexity. Et le quartier Ferrier, qui a une ancienne base militaire que l'État nous a laissé en ruine il y a maintenant une bonne dizaine d'années, sur lequel on est en train de développer un écoquartier et qui me semble utile d'avoir une fiscalité notamment écologique. Donc moi je suis raisonné et raisonnable, c'est de se dire on va faire des économies, faisons un Pinel, une fiscalité infracommunale sur ces 2 axes, et je pousse la réflexion, et pourquoi pas faire à l'échelle de l'ORT, puisqu'on a mis en place un programme Action Cœur de Ville, pourquoi pas sur la partie à revitaliser du cœur de ville, ne pas favoriser aussi du neuf. Merci Florian. Dernière question. Oui, justement, alors c'est aussi dans le prolongement, parce qu'on voit fleurir dans beaucoup de villes de France des chartes locales sur la qualité de la construction. Des chartes qui incitent à construire de façon plus vertueuse au niveau des matériaux, biosourcés, géosourcés, les espaces partagés, la végétalisation. Ce sont des chartes qui n'ont pas de valeur légale, mais qui donnent un cap, une orientation. Alors, charte pour la qualité de la construction à Nancy, on a le label Bâtiment Frugal à Bordeaux, Bâtir Ensemble à Nice. Il y en a une à Lyon, à Limoges, où on était récemment, et à Laval, il y a une charte de l'urbanisme durable avec des ambitions autour de la qualité architecturale et des usages, de la réduction de l'impact carbone, de la biodiversité, des îlots de fraîcheur, de la citoyenneté, j'ai regardé. De plus en plus de concertation en amont entre les élus, les architectes, les promoteurs, les aménageurs et les habitants, des chartes qui préconisent en fait des bonnes pratiques dans l'acte de construire. Comment se traduit ce travail collectif ? Vous avez tout compris, effectivement, on est une ville attractive. Comme il y a de la pression, le prix de l'immobilier grimpe. Donc c'est une inquiétude pour un maire de se dire que tous les opérateurs vont venir et faire n'importe quoi. Donc c'était d'abord imposer une méthode de travail, de se mettre autour de la table, d'éviter autant que possible les conflits avec le voisinage quand on vient densifier, et nous préciser les zones qu'on souhaite densifier. Il y a des zones plus propices à densifier. Dans une ancienne base militaire où il n'y a pas encore d'habitants, c'est plus facile de densifier qu'en plein milieu d'un quartier résidentiel. Donc c'était une méthode de travail de concertation. Moi, je suis pour un urbanisme de contrepartie, de négociation évidemment, mais dans un cadre de travail bien défini. Et ensuite d'imposer une certaine vision de la ville. C'est comment on essaye de pousser nos opérateurs privés avec qui on veut vraiment fabriquer la ville, pousser les curseurs sociaux sur le logement social partout dans tous les quartiers, et évidemment le critère environnemental, se dire qu'on a une responsabilité collective de pas faire n'importe quoi, tirer les leçons du passé et de pousser la construction au mieux. Et puis j'ajoute une touche personnelle, c'est aussi comment ces opérateurs de la ville qui ont fait aussi du bénéfice, ces opérateurs, comment participent à la dynamique de ville sur le volet culturel. Moi, je crois beaucoup aux acteurs culturels pour mettre en récit la ville, la transformation, la rendre désirable, la rendre acceptable et développer de nouveaux imaginaires. Et donc, on incite les opérateurs à dédier une partie, on dit 1% dans la charte, on n'est pas forcément à 1% de l'opération, dédiée soit au patrimoine, soit aux arts vivants. Et ça fait des très belles choses. Avec nos bailleurs, on a fait un festival, un spectacle de drones. On met en lumière nos quartiers populaires chaque année avec là aussi nos bailleurs. Et ils participent au plus bel événement commercial et festif qu'est la mise en lumière de la ville. On a beaucoup de partenaires de l'immobilier ces dernières années, j'en suis assez heureux. Ils participent du dynamisme et de la valorisation de la ville. Merci beaucoup Florian Berco pour cette première partie d'entretien. À suivre les amis, nous allons recevoir ceux qui au quotidien justement fabriquent le territoire ou aident à le fabriquer. On a besoin des notaires et Dieu sait que c'est une profession qui a été assez ébranlée quand on imagine bien les mouvements à la fois de la régulation et normatifs. Ils sont essentiels à la vie de la cité. C'est le Conseil supérieur du notariat. On va recevoir le président de la Chambre des notaires de Laval, c'est Maître Axel Brière, et c'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. De retour ici à Laval, à l'Hôtel de Ville, dans une ville magnifique que je vous invite, les amis, à découvrir. On a déposé nos valises. Si vous prenez le programme en cours, il est bien sûr réintégré sur replay avec l'application de Radio Imo, sur la plateforme du Figaro et sur toutes les plateformes qui vont bien. On est très heureux d'être avec vous, puisque notre job avec Olivier, c'est de vous faire découvrir les villes de France. Et la France, à cet égard, elle a un incroyable talent. Et on est ravis de recevoir
l'avoir sur le plateau. Tout à l'heure, je l'ai présenté comme le président de la Chambre des notaires. Il ne l'est pas. Il est délégué à la communication et c'est Maître Horry qui est présidente de la Chambre des notaires ici à Laval. Pardonnez-moi, j'avais une petite faute sur mes fiches. Merci Axel Brière d'être avec nous. Vous êtes notaire à Laval et c'est Olivier Marin qui va vous poser la première question. Oui, maître, bonjour. Donc, Bonjour. on va faire avec vous un tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques. Alors, tout d'abord, quelques chiffres clés pour démarrer. Avoir en tête que 2000, qu'est-ce que c'est ? C'est 2000 €, c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Laval. 2000 € par mètre carré en moyenne. Alors, c'est une légère hausse sur une année, mais ça peut faire rêver aussi d'autres villes. 190 000 €, ça c'est le prix médian d'une maison ancienne à Laval. Donc là, par contre, on est en légère baisse sur une année. Maître Brière, 2023 a marqué l'attentisme et un recul des transactions partout en France et notamment à Laval, moins 17% sur un an pour les maisons, moins 11% pour les appartements, avec la hausse des taux d'intérêt, avec les conditions de crédit qui se sont durcies. Mais comment se porte ce marché de l'activité de l'immobilier à Laval ? Est-ce qu'il y a, comme dans certaines villes de France depuis le début de l'année, un frémissement de reprise d'activité ? Alors, on l'espère. Je peux me permettre peut-être déjà de rappeler, ou d'insister sur le fait que les chiffres que vous évoquiez, c'était des prix médians, Oui. et pas des moyennes de prix. C'est-à-dire que à Laval, c'est une ville moyenne où il y a une diversité de logements qui est assez importante, et donc il est assez difficile de faire des moyennes sur des prix d'appartements, puisque que vous ayez un appartement avec une terrasse, avec un balcon, ou en fonction de sa situation, effectivement, la moyenne ne veut pas dire grand-chose. C'est un indicateur. Voilà, exactement. Donc, la moyenne, le prix médian est assez parlant et beaucoup plus parlant. Et vous faisiez bien de l'évoquer effectivement de cette manière-là. Le marché à Laval a suivi un petit peu les évolutions qu'on a connues en France. Après 2 années d'euphorie, où on a été, nous notaires en tout cas, sous une pression forte, avec un volume de transactions qui allait crescendo, de mi-2020 à 2020, fin 2022. Effectivement, beaucoup de transactions, une pression forte. Et puis, Après Covid ? Voilà, exactement. Ça a été phénoménal. Ça a été si on fait un graphe, ça a fait ça. Exactement. Alors qu'on s'y attendait pas lorsqu'il y avait... Nos études étaient fermées. Et donc, un volume de transactions qui a été crescendo, qui a amené effectivement à une baisse des stocks et donc à une augmentation des prix, qu'on a tous pu constater, puisque la rareté a eu un impact évidemment sur les prix. 2023, avec notamment les politiques de taux pratiqués par les banques, là, il y a eu un vrai frein. On a arrêté de voir des primo-accédants qui n'avaient plus accès au crédit. Et donc, il y a toute une partie des acquéreurs potentiels qu'on ne voyait plus, finalement. Donc, une baisse du volume des transactions assez significatif. Depuis quelques semaines, un frémissement. On sent que cette baisse, vous l'évaluez à combien à peu près ? Si je vous demandais de donner un ordre de pourcentage. Sur quoi ? Sur les prix, vous voulez dire ? Oui. Alors, c'est difficile à dire parce que on constatait une baisse du volume des transactions sur 2023 qui était de l'ordre de entre 11 et 17% en fonction des maisons, donc en gros 15%. Maison, oui. Donc assez significatif quand même. Les prix, on a du mal à les chiffrer puisqu'on peut pas. Il est assez difficile de quantifier une baisse de prix fin 2023. Elle n'a pas été sensible. On a vu une baisse du volume des transactions, mais qui n'était pas suivie encore d'effet. C'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai regardé les prix, justement, et en fait, il y a eu un effet de rattrapage, parce qu'effectivement, les valeurs ont augmenté à Laval, par un effet de rattrapage indépendamment du fait exogène du Covid, et l'impact en termes de réduction que l'on constate au niveau national a assez peu impacté votre territoire. Moi, j'ai l'impression que ça va durer. Est-ce que vous partagez cette même idée ou pas ? Alors écoutez, je ne sais pas trop. La tendance là, c'est on constate effectivement que les prix
baisse un petit peu, si vous voulez, ce qui va ramener un certain nombre de personnes à l'accès au crédit, les Maison taux qui se et appartement, détendent, les les deux, prix qui baissent un petit peu, la confiance peut-être qui revient un peu. On sent les premiers frémissements de dossiers qui reviennent dans nos études. Est-ce que c'est durable ou pas? C'est très difficile à dire, je le souhaite vraiment. J'aime être optimiste, donc j'imagine que oui. Mais l'avenir nous le dira. Parce que, vous savez, c'est vrai que ça nous fait rêver, la ville de Laval, avec Olivier, parce qu'on hallucine un peu quand même. On est à une encablure de Paris, et on passe de... ça a un peu baissé, mais on passe quand même de, grosso modo, 10 000 euros à 2 000 euros. Tout à fait. Et on voit même des biens intramuros de très très grande qualité, même s'ils sont un peu plus élevés, on dépasse pas les 3 000 euros. Quoi. Accessible, et un intérêt aussi pour des investisseurs, un intérêt pour des investisseurs qui est évident. On a une rentabilité à Laval. Quel est le taux de rentabilité? On nous pose la question justement, on nous la pose systématiquement. Le taux de rentabilité entre justement l'acquisition, indépendamment, ce que je voudrais, c'est que vous nous fassiez aussi une analyse indépendamment du moratoire, du calendrier, fixé par l'État sur la rénovation énergétique et les biens disponibles à la location, parce qu'il y a quand même une chose que l'on a vu tout à l'heure, c'est l'insuffisance d'offres en matière de location, donc pas de problème pour louer, a priori. Il y a une vraie profondeur locative. Quels sont les prix au mètre carré en location et quel est le taux de rentabilité moyen que vous constatez avec vos clients? Alors, ce que je peux vous donner, c'est un exemple concret d'une signature d'une promesse de vente hier soir dans mon étude. Donc, un acquéreur qui se portait acquéreur donc d'un appartement qui faisait 40 mètres carrés, centre-ville, très bien placé, l'immeuble de qualité, quelques rafraîchissements à prévoir dans l'appartement. Oui. Étiquette. Alors, étiquette, on devait être en D, je crois. Donc correct, en tout cas pas de prématique énergétique à brève échéance et de prême pour louer. Donc des investisseurs qui ont acheté cet appartement 80 000 euros, donc 40 mètres carrés, on est dans les 2 000 euros le mètre carré. Centre-ville, oui. Voilà, centre-ville. Et ils prévoyaient de louer cet appartement-là aux alentours, en meublé, 550 euros par mois. En meublé? En meublé. D'accord. Ils avaient peut-être même le projet, ils m'ont parlé pour la petite... C'est ça, il y a une chambre. Pardon ? Il y a une chambre, à 2 pièces. Il y avait 40 mètres carrés, oui, il y avait une chambre et une pièce de vie. Ouais. D'accord. Et il me parlait même d'une réflexion au sujet de Airbnb. On en a discuté un petit peu, de location touristique, donc de courte durée, pour des gens de passage professionnellement ou pour quelques touristes dont ils m'ont parlé aussi. Le montant de la location, ils espéraient le... 550 euros par mois, ils envisageaient. C'est lié à la pression que vous évoquiez tout à l'heure, de la location, et avec des prix, des montants de loyer qui ont considérablement augmenté ces derniers temps. Et ça se loue lié à la rareté. Parce qu'il y a là, on est quasiment à 10% brut. Là. Alors, pour un appartement de bonne qualité, bien rafraîchi, bien propre, aucun problème. Question. Vous avez dit le mot fatal. Meublé. C'est fini les locations vides sur les petites surfaces à Laval ou pas? Alors, à Laval, je ne sais pas. Les locations vides, elles sont moins bien traitées fiscalement. Voilà, il y a une stimulation de moins en moins, on trouve que des meublés avec des engagements de location très courts. Voilà, donc les propriétaires se sentent un petit peu plus libres avec ces locations meublées. C'est l'effet longue durée qui a un impact. Voilà, donc le loyer est un peu plus élevé. Les signaux du gouvernement avec une fiscalité qui matraque, on peut se permettre de le dire, qui matraque les petits propriétaires, qui logent quand même, il faut le dire, 62%. Du parc locatif global, puisque vous savez que 62% des personnes éligibles au parc locatif privé sont éligibles également au logement social. Voilà, on devrait presque décorer les petits propriétaires. Quand on voit justement ces effets-là, vous constatez un glissement vers, par exemple, du bail de courte durée, du bail mobilité, du bail meublé. Alors, je ne suis pas certain qu'il y ait un terreau aussi important que dans des villes plus importantes et touristiques à Laval. Mais il
y a quelques personnes, notamment près de la gare, j'en ai entendu parler, qui font du meublé de courte durée, donc du meublé touristique, pour des gens qui sont là. Il y a les étudiants aussi avec et puis avec effectivement les jeunes actifs avec le bail mobilité. Voilà. Et puis les étudiants qui mettent une pression sur la location importante, parce qu'il y en a de plus en plus d'étudiants, donc on est ravis évidemment, mais les locations ne fleurissent pas aussi vite. Ça entraîne une précarité du locataire dans ce type de relation contractuelle ou pas ? Alors, la loi, en tout cas, donne un certain nombre de protections aux locataires. Donc, la précarité, je ne suis pas certain. C'est-à-dire que soit le mode contractuel, finalement, on revient à la même chose. Voilà, les dispositions légales sont de nature quand même à protéger efficacement le locataire. Alors après... Dernière question, Olivier Marin. Pour revenir justement à Laval et pour expliquer ceux qui ne connaissent pas forcément Laval, quels sont à la fois les quartiers porteurs, là où ça bouge, où il y a des exemples d'acquisition. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour si l'on devait on nous écrit même 2-3 bons plans, on serait preneur. Alors, le centre-ville, bien sûr, est recherché par les familles. Monsieur le maire évoquait son souhait de faire venir des familles. Évidemment, la maison de ville, centre-ville, proximité des écoles et de tous les commerces de centre-ville est assez recherché. Beaucoup de gens cherchent ce type de maison, 4 chambres, entre 3 et 400 000 euros, avec un jardin. Ça, c'est des choses qui sont assez prisées, recherchées. Et si l'on sort de Laval un tout petit peu Alors ensuite, il y a des quartiers... des quartiers-gares qui sont en train de pleine mutation. Voilà, avec une vraie pression, parce que grosse mutation là-bas. Je pense qu'il y a des quartiers aussi où il y a peut-être des opportunités, et en tout cas des défis importants, des quartiers de pavillonnaires des années 70. Vous savez, le fameux pavillon sur sous-sol qui ont fleuri dans ces années 70. Là. Il y a des gros défis de rénovation énergétique. Le pavillon qui avait été condamné, je crois, il y a un an ou deux. Alors on en a beaucoup. Ministre du logement, il me semble. Ouais, il y a des quartiers où il y en a beaucoup parce que ça s'est beaucoup construit tout à la même époque et selon le même modèle. Et là, ce sont des prix qui sont très très accessibles. Donc il faut des gens qui aient un peu la volonté de réhabiliter tout ça, d'améliorer les performances énergétiques. Mais il peut y avoir des vrais atouts à investir dans ces coins-là. Je pense au Bourgny, je pense à il y a d'autres quartiers, la Pilerie, voilà, où vous avez ce profil d'habitat qu'il faut un peu réinventer, quoi. Dernière question, maître, justement, en cette période à la fois d'incertitude, on n'a pas forcément de visibilité, c'est difficile de se projeter. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier ? Vous avez parlé de la fiscalité, là, du coup. Ça... Ouais. Alors en fait, pour acheter un bien immobilier, il faut être un peu spécialiste dans plein de choses, puisque rien qu'au moment d'une promesse de vente ou d'une vente, on vous inonde de documents, de diagnostics, de contrôles, d'informations sur les copropriétés quand il s'agit d'appartements. Donc moi, ce que j'incite, c'est simplement la curiosité. Il faut vraiment, on n'investit pas dans de l'immobilier comme on investit dans n'importe quoi. Il faut appréhender ce sur quoi on investit en s'intéressant à tous ces documents et en s'entourant de professionnels. Alors bien sûr, des professionnels, les notaires le sont, dans le cadre de la préparation des actes de vente et de l'information du contexte juridique, mais il y a d'autres professionnels sur les travaux envisagés, sur les démarches énergétiques, d'amélioration des performances énergétiques des logements. Donc il faut être curieux et s'entourer de personnes compétentes, et c'est possible. Merci beaucoup. Maître. Merci beaucoup, Maître Axel Brière. Applaudissements. Merci. C'est toujours extrêmement important, mesdames et messieurs, quand vous arrivez dans une ville, d'aller voir la chambre des notaires et les notaires, parce que vous avez une vision qui est très précise des constructions, et notamment de l'ancien. Je rappelle à Axel Brière que vous êtes notaire à Laval, en charge, délégué à la communication pour la chambre des notaires. À suivre, on va parler de l'immobilier neuf. Est-ce que l'on construit ici dans le territoire de Laval, sur la ville de Laval? C'est la question que l'on posera à Florian Berco. On va recevoir dans quelques instants Stéphane Dallier, le directeur général du pôle résidentiel de Nexity, acteur numéro 1 de la construction de la ville et du logement en France. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity.
Voilà, si vous reprenez le programme en cours, nous sommes ici à Laval, à l'Hôtel de Ville, accueillis par les équipes de la mairie et son maire, Florian Berco, maire de Laval et président de Laval Agglomération. On est ravis d'être avec vous pour cette séquence La vie ensemble. Moi, j'adore ce titre, La vie ensemble. Là. On vit ensemble. Moi, je propose qu'on construise des kibbutz partout dans les villes de France et qu'on vive tous ensemble. Voilà. La vie ensemble avec Stéphane Dallier qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Directeur général du pôle résidentiel du groupe Nexity. Alors j'enchaîne tout de suite avec la grande question. Est-ce qu'on construit sur ce territoire de Laval et de son agglomération, Stéphane Dallier ? Eh bien oui, et c'est assez rare pour le dire, surtout en ce moment. Je suis à côté d'un maire, non pas bâtisseur, vous avez raison, mais qui se soucie de loger des gens. Et je crois que dans le débat politique, on oublie un peu trop ça. On est toujours sur on construit pas assez, mais en fait, c'est quand même un acte noble. Et je reprends récemment certains propos d'hommes politiques qui disaient qu'il faut des propriétaires pour avoir des locataires. Donc il faut qu'on arrive à vendre. Donc oui, ça construit à Laval. On a plusieurs opérations. On est multimarque au niveau du groupe Nexity. Donc on a Édouard Denis qui construit une très belle opération en ce moment. Mais on a aussi Nexity historique, qui a un beau sujet qui a été freiné par des fouilles archéologiques et en fait qui va pouvoir reprendre au niveau de l'ancienne poste, au niveau de la gare. Et puis il y a GFI aussi, qui est une autre filiale de Nexity et qui est dans la ZAC de la gare. Nexity, Édouard Denis et GFI. Exactement. Donc, alors, on va revenir justement sur cette logique stratégique on l'a vu. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous disiez. On a besoin des propriétaires pour loger tout le monde. Vous avez fait allusion à un élu local. Ne serait-ce pas David Lisnard, par exemple, qui disait ça ? Mais exactement. C'est le président de l'association des maires. Donc, voilà. C'est en tant que président de l'association des maires que je le cite. Ça fait du bien de l'écouter, effectivement. Comment se situe aujourd'hui le marché ? Et d'ailleurs, vaut mieux loger dans des villes-centres où il y a toutes les offres de services que de continuer à urbaniser la périphérie. C'est aussi ça l'enjeu. Moi, en tant que maire d'une ville-centre, je sens ma responsabilité de construire du logement adapté aux familles, donc qui accepte une certaine densité. Et il faut bien loger et pour bien vivre ensemble. Ça, c'est vraiment important de le remettre dans le débat public. Je crois que les centralités ont un rôle encore plus important pour loger les habitants. Et c'est une véritable réponse à la problématique du ZAN. Alors, c'est d'autant plus important ce que vous dites, monsieur le maire, puisque vous parlez de décentralité au pluriel. C'est ce qu'on appelle les polycentralités ou la polycentralité. Mais on prend quand même le chiffre. Alors, on est très heureux, effectivement, monsieur le maire, que vous soyez ce qu'on pourrait appeler un maire bâtisseur, dans le bon sens du terme, dans le sens de la noblesse de bâtir, parce qu'il est bon de bâtir des endroits là où vivent les gens. Donc, c'est plutôt pas mal. D'élever la ville. Voilà. Et puis, là où il y a des besoins. Et là où il y a des besoins. Mais quand on prend les ventes nettes sur Laval au niveau du neuf, c'est quand même assez la chute. C'est moins de 46%. Enfin, ça n'échappe pas de toute façon à la problématique du marché actuel, qui n'est pas d'avoir une offre. On en a là où il faut, même si c'est difficile d'avoir des permis de construire, mais on pourra en revenir dessus. Mais c'est pas le cas ni à Laval ni dans son agglo. Mais c'est surtout la solvabilité de la demande, et c'est le vrai sujet aujourd'hui du moment. C'est hyper important ce que vous dites, Stéphane Dallier. La solvabilité de la demande. Parce que tout le monde dit oui, il n'y a plus de demande, etc. C'est faux. Oui, je précise toujours. Les Français parce que ont toujours envie d'acheter. Mais oui, il n'y a pas une crise de la demande. Enfin, ça devient une crise de la demande, mais il y a une crise de la solvabilité de la demande. Le besoin est toujours là, l'envie est toujours là. Après, il y a quand même un attentisme assez fort en ce moment, lié à cette petite musique qui consiste à dire que les prix vont chuter, Fort est de constater que les prix ne baissent pas. Mais monsieur le maire le disait tout à l'heure, notre prix, en tous les cas dans le neuf, il est assez simple à construire. C'est le prix d'un foncier, c'est le coût technique, et c'est la marge d'un promoteur qui est liée, en fait, au risque. Aujourd'hui, les opérations sont de plus en plus risquées et on nous demande de baisser de plus en plus nos marges. Donc, le vrai équilibre, il est entre le prix du foncier et le coût technique. Le coût technique ne baisse pas, il se stabilise. C'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Il faut être peut-être un peu plus regardant sur les constructions, car on peut faire du beau et on peut faire du confortable sans faire de l'extravagant aussi. Mais le prix du foncier, malheureusement, on constate qu'il a du mal à baisser.
sauf dans certaines ZAC ou quand il y a une véritable volonté politique de continuer à construire du logement abordable. Et c'est une des spécificités de Nexity. On a toujours été pour le logement abordable, pour créer une ville durable, mais une ville surtout abordable. Comment resolvabiliser justement, parce qu'on a évoqué beaucoup, on a entendu Gabriel Attal au niveau des offres, de parler de construire hors site, de remettre le pavillon au centre des enjeux, aussi de renforcer ce tissu pavillonnaire. On a entendu beaucoup de choses sur l'offre, avec aussi quelque chose qu'on avait oublié, c'était de reparler du logement comme une priorité, de remettre la priorité du logement, ce qui n'était pas le cas quand on entendait certains premiers ministres précédents. Au moins, il y avait ça. Et beaucoup de professionnels ont dit oui, sur l'offre, à la limite, le chemin, il est bien, il n'y a pas l'autoroute, il manque les leviers sur la demande. Comment fait-on et quelles sont les pistes, quelles sont vos pistes à vous ? Alors, la vraie difficulté, c'est de faire baisser les prix, en tous les cas, de retrouver une équation entre nos prix de vente, qui sont encore une fois liés à deux variables, qui sont le coût de construction et la charge foncière, et la capacité d'emprunt des Français. C'est vrai que quand on passe de 1 à 4, 4,5%, ils ont perdu 25% d'emprunt potentiel. Alors, on entend, et on peut que s'en féliciter, que les taux arrêtent de monter, qu'il y a même une légère baisse. Les perspectives de 2025, parce que c'est long à descendre, de 2025 sont aux alentours de 3, 3,5%, ce qui est plutôt une belle... c'est un message optimiste. Et d'ailleurs, ce sont des taux normaux. C'était le 1% qui n'était pas normal. Maintenant, ça veut quand même dire que les prix des logements ont du mal à être équilibrés par rapport à ça. Comment on fait ? Première piste, la densité. C'est que la valeur d'un terrain, elle est souvent en valeur absolue. Sauf que, déjà, si on arrivait à construire la densité qui est prévue au PLU, on aurait... Plus haut, hein. Non mais déjà, au PLU, il faut savoir que sur toutes les opérations aujourd'hui, vous prenez une moyenne, on est à 10% moins que ce qu'autorise le PLU. Pourquoi ? Parce que les villes, et notamment les maires... Qui nous écoutent ce que c'est que le PLU et le fait qu'on ne respecte pas le PLU. Donnez-nous un exemple, qu'on comprenne bien. Concrètement, le PLU, ça définit les règles d'urbanisme et les règles de construction. Par rapport à une emprise, par rapport à une hauteur maximale, par rapport à des prospects entre la ville, nombre entre de les logements, bâtiments. par exemple. Sur une parcelle, ça va définir une constructibilité maximale. Si on faisait déjà cette constructibilité maximale, on aurait diminué le prix au mètre carré, l'impact en tous les cas du foncier au mètre carré, ce qui reviendrait à diminuer le prix d'un logement. Mais c'est toutes les contraintes et les difficultés qu'ont les maires aujourd'hui, c'est qu'il y a des voisins, c'est qu'il y a des riverains, il y a plein de choses qui font que, à un moment donné, les gens ont toujours l'impression que ce qui est en face de chez eux... PLU. Mais le PLU, pas que. Comment le maire fait accepter cette densité ? Non, mais le PLU est souvent très permissif, en tout cas sur la Val-Agglomération. On peut monter dans beaucoup de zones très haut, 13 mètres ou 20 mètres. Et au contraire, la contrainte, c'est justement d'orienter la densification dans les bonnes zones. Et c'est ce qu'on dit aux opérateurs à travers notre charte. Il est plus facile de densifier dans une zone où l'habitat est très peu présent, une caserne militaire à refaire, une zone gare où tout le monde comprend que la ville puisse s'élever. Et faisons déjà ça avant d'aller sortir des opérations effectivement en zone pavillonnaire. Donc le maire, il est plutôt facilitateur pour orienter les opérations au bon endroit. Et je crois que déjà quand on aura fait ça dans toutes les villes, on pourra y arriver. Et j'en profite pour jeter un pavé dans la mare. Vous posiez la question, je vais peut-être pas me faire que des copains en le disant, mais on a un magnifique dispositif qui s'appelle le 1% logement. Il est à combien aujourd'hui ? Action Logement. Il est plutôt à 0,47%. Donc je pense qu'il suffit de doubler et à revenir au 1% logement et redonner des capacités à cette belle institution, effectivement accompagner les opérateurs, les villes à sortir les opérations. Et sur la transformation d'anciens bureaux désaffectés en logements, ce qui était une des annonces de Gabriel Attal, de faciliter cette transformation. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement ? Pourquoi pas, mais c'est anecdotique par rapport aux besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore le biais hyper-métropolisation. Le problème du logement, il serait que dans les grandes métropoles et on va transformer le logement. Sur notre cas, en tout cas sur là où la moitié des Français vivent, les villes de 10 000 à 100 000 habitants, c'est inopérant. Aujourd'hui, le meilleur acteur pour sortir de la crise, chez nous,
c'est Action Logement ou nos bailleurs sociaux qui permettent de sortir des opérations un peu plus complexes, notamment pour des opérateurs. Vous parliez de... Ce qui a été le cas pour 2023. Oui. L'appel à manifestation d'intérêt d'Action Logement, qui au final a abouti à acheter par Action Logement 30 000 logements. Voilà, 17 000 par la Caisse, par CDC Habitat, ont permis de sauver une partie de la production. Ça, c'est sûr. Après, on peut faire x2 demain. On peut faire x2 demain, mais il va falloir, qu'il y ait quelques financements. Non, mais attendez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les promoteurs vont devenir des vendeurs d'immeubles en bloc? C'est ça l'idée? Et il faut sortir de la crise, il faut à la fois Parce que produire tout à du l'heure, logement, il n'y a pas de solution unique. Précisons. Ça, c'est une idée. Après, on peut aussi travailler avec les banquiers. On a bien un ministre de l'économie qui va voir les grandes surfaces pour dire attention, les prix, il faut les surveiller. Pourquoi on ne demande pas aux banquiers aujourd'hui aussi d'assouplir les règles du crédit? Les banquiers aujourd'hui sont peut-être frileux à accompagner et à solvabiliser celui qui veut acheter. On est d'accord. Il me semble que le Haut Conseil pour la stabilité financière qui régit tout ça a refusé grand nombre de propositions qui avaient été faites pour assouplir certaines règles. On va revenir sur les prix parce que c'est important pour les Français qui nous écoutent. Et d'ailleurs, je voudrais juste faire une précision. Quand on vous dit, les amis, ce que souvent vous allez certainement nous l'écrire, qu'est-ce que c'est que ce 1% sur logement? Donc, c'est pas 1%. Le chiffre, c'est 0,45. C'est la PEC, la participation à l'effort de construction pour les entreprises. Participation des entreprises. Et ce ne sont que les entreprises de plus de 50 salariés qui cotisent à la PEC. Et Action Logement est géré en parité par des syndicats patronaux et salariés. Actuellement, c'est Brunoir Calipan qui contrôle aujourd'hui Action Logement. Et le job d'Action Logement, c'est d'avoir une proximité entre l'emploi et le logement. Donc nous avons besoin, bien évidemment, des promoteurs. Il faut bien rétablir l'équilibre, bien évidemment. Les chiffres du mètre carré, on se loge en neuf entre combien et combien si on veut acheter à Laval et d'ailleurs, il y a des programmes, on va en parler tout à l'heure. Combien ça coûte? J'ai regardé aussi les chiffres avant. La variable est assez grande. C'est entre 3 400 et 4 000 euros du mètre carré. Là où, dans le neuf, la location, elle est autour de 10 euros. Ce qui veut dire, pourquoi je dis 10 euros? Parce que c'est une spécificité d'une zone B2 éligible au Pinel des dernières années. Normalement, la zone B2 n'a pas le droit au Pinel. Mais Laval est une spécificité comme certaines villes, puisque ancienne ville dite militaire... De garnison. Voilà, qui a permis d'avoir des dispositifs. On peut, quand on a été conseiller interimilitaire, bénéficier de ce qu'on appelle. C'est pas un terrain, c'est toute la ville, et c'est même quelques villes autour. C'est une dérogation alors. Ça s'appelle un Pinel par dérogation en zone B2. Alors la difficulté, c'est que le loyer, ça reste de la zone B2 et pas de la zone B1. D'accord. Puisqu'il y a un loyer maximum. Donc la rentabilité, même en Pinel, elle n'est pas extraordinaire, elle est largement moins que ce que notre ami notaire juste avant disait sur un meublé. Ça, c'est sûr. Mais quelle est la part des investisseurs, justement, à Laval, dans le neuf? Quelle est la part? Elle est assez importante. Elle est largement supérieure à 50% sur les opérations dites en vente libre. Après, il y a toujours un côté vente en bloc, et notamment à des bailleurs sociaux. Nous, on fait une opération en ce moment avec Édouard Denis, où on a fait aussi une opération, on a créé du logement intergénérationnel qui a été vendu à Mayenne Habitat. Alors justement, vous avez la particularité chez Nexity, c'est d'avoir une logique, vous l'avez dit tout à l'heure, multimarque. Donc vous êtes présent avec GFI, vous êtes présent avec Édouard Denis, et vous êtes sur des segments de marché, effectivement, qui vous permettent aujourd'hui d'avoir une vue multipolaire du logement. Une chose que j'aime bien, c'est que vous utilisez des modes constructifs extrêmement originaux. Vous êtes l'un des premiers, justement, à développer la construction hors site. Vous avez un accord d'ailleurs avec une grande entreprise qui s'appelle Top Hat, notamment. Et par contre, vous n'avez pas d'école de pensée. Vous êtes très opportuniste dans les modes de fabrication. Ça peut être un peu de béton, un peu d'ossature bois. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, par rapport à l'image du béton, on a cette image un peu du promoteur, vous savez, entre guillemets, bétonneur. Est-ce que finalement, ces changements de paradigme, à l'épreuve d'une conjoncture qui est quand même difficile, vous amène finalement à réfléchir de façon très intéressante et quelque part à renouveler une offre extrêmement ingénieuse avec des modes constructifs différents, des usages différents? Alors déjà, notre métier, et là je ne parle pas de Nexity, notre métier a toujours été décrié quant au bilan carbone.
que l'on crée en construisant. Il faut quand même savoir que la RE 2020, qui régit nos constructions, est une des réglementations les plus vertueuses dans ce domaine en Europe. On est le pays qui avons la réglementation la plus vertueuse. Donc notre métier est déjà régi par ça. Chez Nexity, ça a toujours été une véritable attention. Avant même la RE 2020, on a toujours voulu être proactif sur ces règles, et on s'est donné une courbe de décarbonation largement supérieure à la simple norme RE 2020, qui a plusieurs stades. La RE 2020, seuil 2020, 2025, 2028, 2031, qui au fur et à mesure nécessite de trouver des procédés constructifs de plus en plus vertueux. Le hors-site en fait partie. Mais moi, je ne crois pas en une solution unique. Je pense que notre métier, et en tous les cas, si on est très attentif à tous ces sujets-là, doit avoir plusieurs modes constructifs. Donc là, sur une des opérations, il y a un bâtiment sur les 5 bâtiments qui sont construits sur un procédé qu'on utilise, nous, depuis 10 ans. Le bois, c'est pas d'hier, c'est depuis 10 ans, qui s'appelle eWood, où ça n'est pas du 3D, en 3 dimensions, c'est du 2D, c'est-à-dire qu'on fabrique des panneaux en 2 dimensions en hors-site, et on vient les assembler sur place. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est 100% bois. Alors, on va illustrer le propos avec un formidable projet magnifique porté par Édouard Denis qui s'appelle les Jardins de Phaé. Alors, Phaé, ça vient du grec phasis, et ce mot au sens temporel, et au Moyen-Âge, depuis le Moyen-Âge, désigne des états successifs dans un processus évolutif. Eh bien, Sylvain, ça aurait pu être ça. Oui, alors. Mais ça n'est pas ça. Alors, c'est quoi ? La vraie explication de Phaé, c'est que c'est une opération d'envergure. On a eu ce qu'on appelle une étude d'impact, avec une étude 4 saisons. Une étude 4 saisons, c'est quoi ? C'est on est obligé pendant 1 an de voir réellement ce qui se passe saison par saison. Et en fait, Phaé, c'est printemps, hiver, automne, été. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais alors, le H, alors, il est en plus, quoi. Il est pour faire la... Pardon, c'est printemps, hiver, automne, été. Ah d'accord, voilà, merci. C'est magnifique. C'est magnifique. C'était un petit clin d'œil au fait que... Une année. C'est un petit clin d'œil au fait qu'une opération immobilière, c'est un temps long. Et c'est toute la difficulté de notre métier. On a toujours des lois qui nous régissent, qui sont des lois d'une durée assez courte. Et en tous les cas, qui ne sont pas compatibles avec le vrai temps de notre métier. Alors, vous justement, entre l'idée et, justement la réalité. Sur ce sujet, proprement dit, je ne sais pas, mais d'une manière assez générique, c'est minimum 3 ans. 3 ans. Et c'est souvent 5 ans, 6 ans. En zone extrêmement tendue, dans les grandes métropoles, des fois c'est 6-7 ans, parce qu'il y a des recours à n'en plus finir. Ah oui, c'est clair. On va voir la programmation, justement. 233 lots dans une résidence intergénérationnelle avec le bailleur social de Mayenne Habitat, qui représente déjà 64 lots. Un bâtiment bois en conception eWood, vous en avez parlé tout à l'heure. 47 lots en RE 2020 avec le seuil de 2028 en bâtiment bas carbone, oui. Donc le label BBCA. Ça a démarré depuis juin 2023. Voilà, livraison... Et livraison au premier trimestre 2026, chantier. Fin 2025, voilà. On espère, début 2026. Ça illustre pas finalement ce que doit être dans le futur, justement, avec ces mixités d'usage, ces destinations très différentes. Mais c'est ce que l'on fait déjà depuis quelques temps. Alors, c'est vrai que toutes nos opérations ne sont pas aussi importantes. La mixité d'usage et la mixité programmatique, elle est liée aussi à la taille de l'opération. Quand on fait un immeuble que de 30 logements, la mixité d'usage, elle est plus difficile à avoir. Mais sur des opérations d'envergure, et sur Laval et son agglomération, il y a de quoi faire des opérations d'envergure, et donc de mixer. Mais la mixité, pour moi, c'est pas forcément social, pas social. C'est une mixité programmatique. Et c'est ce que vous disiez, une mixité d'usage. On croit de plus en plus dans ce qu'on appelle le mixed-use. Bien sûr, bien sûr. Si on veut faire vraiment une ville durable, il faut, et vous le disiez, monsieur le maire, qu'il y ait des commerces, qu'il y ait des infrastructures à proximité, qu'il y ait des crèches, qu'il y ait des écoles, qu'il y ait tous ces sujets-là qui évitent de prendre systématiquement la voiture et de faire 10 km pour trouver quelque chose. Alors, je précise qu'on peut effectivement s'intéresser à ces programmes sur le site d'Édouard Denis,
Hein, c'est voilà, les jardins de Fahé pour printemps, hiver, automne et été. Bravo. Il n'y a plus beaucoup à vendre, hein, donc il faut se dépêcher. Bon, alors il faut se dépêcher. Applaudissements pour Stéphane Dallier. Merci. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général du pôle résidentiel de Nexity. À suivre. Et pour conclure notre émission, et merci de votre fidélité, on va parler d'énergie avec la rénovation énergétique. C'est Pierre-Marie Perrin qui va nous rejoindre sur le plateau dans quelques instants. Les clés de la ville, bien mieux, avec Elio. Et voilà, de retour sur le plateau, ici à Laval, que je vous invite à découvrir, les amis. C'est très rapide, vous êtes à une encablure de Paris, Paris-Montparnasse, on met à peine 1h30 pour arriver, je crois 1h10. 1h10, 1h10. Voilà, 1h10. Non, mais même 1h30, ça fait rêver, quoi. Je veux dire, voilà, 1h10. Bon, quand on ne prend pas de correspondance pour revenir, parce que là, tout à l'heure, on revient, on n'a pas une petite correspondance, mais en fait, franchement, c'est à côté. 8 allers-retours, voilà, quand même, Laval-Paris. Il fait beau. Il fait beau, il y a un très bon climat. Venez à Laval. Voilà, j'ai plus qu'à me faire embaucher par le syndicat d'initiative. Monsieur le maire, si vous voulez. On reçoit notre ami Pierre-Marie Perrin. Comment ça va, Pierre-Marie ? Ça va très bien, Sylvain, merci. Et vous ? Voilà, Pierre-Marie, avec qui on fait le tour de France de la rénovation énergétique, n'est-ce pas, Olivier ? Absolument, on va dans chaque ville, chaque étape parler justement de rénovation énergétique à l'échelle locale. Mais là, pour une fois, évidemment, on va évoquer ce qui se passe à Laval, sur les besoins en logement, mais il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers jours. On a besoin d'y voir un peu plus clair, et je vous propose, Pierre-Marie, peut-être de décrypter en fait différentes annonces qui ont un peu surpris. Certains, c'est tout d'abord, on a eu dans un premier temps l'annonce de biens qui font moins de 40 mètres carrés en surface, qui finalement ne seront pas interdits à la location à partir du 1er janvier 2025, donc déjà on s'est posé la question, ça concerne 160 000 logements. 140 000, pardon. C'est énorme. Et puis l'annonce de Bruno Le Maire avec 1 milliard d'euros retirés sur la rénovation énergétique. La semaine d'après. Oui, et on sait que l'ambition était notamment très forte, 200 000 rénovations cette année pour arriver à 900 000 d'ici 2030. 200 000 rénovations d'ampleur, voilà. Alors, 700 000 rénovations globales. Qu'est-ce qui change concrètement, vous qui êtes un spécialiste, et vraiment on a besoin de transparence dans le domaine. Pierre-Marie. Ça vous a pas énervé d'ailleurs Écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je viens, il y a des nouveautés, et donc j'ai pas l'impression de me répéter. Ouais. Et c'est un peu la saga de ma prime rénov depuis quelques mois. Mais effectivement, jusqu'à l'année 2023, on nous a dit c'est les rénovations d'ampleur, on va engager des gros travaux, on va aller vers un interlocuteur unique qui s'appelle Mon Accompagnateur Rénov', et un mois et demi après, on apprend que Mon Accompagnateur Rénov', qui était un peu l'alpha et l'oméga des rénovations d'ampleur, vont peut-être être limités et qu'il va sûrement être l'interlocuteur pour les rénovations et pour les subventions qui sont les plus importantes. Donc ça, c'est un sujet. Vous l'évoquiez tout à l'heure également, la question du DPE pour les surfaces de moins de 40 mètres carrés, avec effectivement une dépréciation et sortir 140 000 logements du statut de passoire énergétique. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et chez les acteurs comme Elio, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'injonctions contradictoires qui sont données par le gouvernement et on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. Et les ménages aujourd'hui ont cette même problématique de se dire, il y a 2 mois, on nous annonçait le paquet sur la rénovation d'ampleur, et aujourd'hui, on reparle du monogeste. Alors pourquoi pas ? Mais oui, parce qu'on avait dit c'est terminé, on va vers la rénovation globale, le monogeste. Alors il restait le monogeste pour la question du changement de système de chauffage, qui pouvait être couplé avec un geste d'isolation, mais aujourd'hui on revient dessus, et on va pouvoir sûrement, les annonces vont être faites au mois de mars par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, il est possible que le monogeste réentre dans la politique de subvention de la rénovation énergétique. Mais petite question justement, monsieur le maire, est-ce que la transition écologique ne devient pas une variable d'ajustement du budget en fait ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Entre autres, je pense que si on veut vraiment planifier la transition écologique, il faut se fixer des objectifs et ensuite on parle des moyens. Là, on commence à mettre les moyens avant de savoir quel objectif on veut atteindre. Donc, faut remettre, je pense, la planification dans l'ordre. Combien de passoires énergétiques on veut en moins, et ensuite on met les moyens effectivement qui vont bien. Et comme ça, les choses sont claires. Et on adapte un calendrier et on fait faisable, une vraie politique d'innovation. Là aujourd'hui, effectivement, à la fois les professionnels sont mécontents parce qu'on les reçoit à la Fédération française du bâtiment et tous les acteurs, les artisans n'y comprennent plus rien avec des diagnostics dans tous les sens. Il faut
cumulés en permanence. Et puis à la fois, le particulier ne s'y retrouve plus. Alors on a beaucoup d'opérateurs en local. Je crois que là aussi, peut-être faire confiance. Il y avait une loi en préparation sur la décentralisation, en tout cas décentraliser certaines missions, notamment la rénovation. Je crois qu'il serait grand temps d'y arriver en nous donnant évidemment les moyens. Mais on a bien compris que cette décentralisation se ferait sans moyens. Mais peu importe, je crois que c'est par les territoires aussi qu'on va décarboner et rénover nos logements. C'est peut-être là-dessus qu'il y a une piste pour le gouvernement. Alors, je voulais juste rajouter qu'on parle beaucoup de MaPrimeRénov', mais le principal dispositif qui finance la transition énergétique aujourd'hui en France, ce sont les certificats d'économie d'énergie, qui est un budget payé par le particulier, ou en tout cas par le privé, et qui est à hauteur de 6 milliards d'euros, donc qui finance énormément la transition énergétique. Et d'ailleurs, on a initié des programmes avec la mairie de Laval, avec Laval Agglomération, et on vous parliez tout à l'heure d'éclairage public, vous parliez de l'école Jules Verne, pardon. On a financé quasiment plus de 500 000 euros de travaux pour Laval et Laval Agglomération. Donc ce qui est énorme, et on a quand même des leviers. Et quand on travaille avec les interlocuteurs sur le terrain, et comme vous le disiez, monsieur le maire, tout à l'heure, on se rend compte qu'on est en capacité de faire bouger les lignes. Et c'est clair, hein, c'est une école qu'on n'aurait pas rénovée. On n'avait pas les moyens financiers. Expliquez-nous. Donc c'est une école en quartier populaire, en quartier prioritaire. Dans le cadre de l'ANRU, ça rentrait pas dans l'enveloppe. On s'est dit, c'est dommage, c'est une vraie passoire énergétique. Il fait 16 degrés l'hiver, il fait très chaud l'été. Et on aimerait bien. Donc on a trouvé le truc et astuce, effectivement, avec la Banque des Territoires, d'avoir cet in-tracting et de se faire financer pour partie à travers les C2E, les certificats d'économie d'énergie. C'est super. Et on sort l'opération qu'on n'aurait jamais pu faire sans ces outils. Donc on voit bien qu'il faut regarder la finalité. Ça illustre bien le bienfait de l'opération. Et on y met les moyens derrière, très sincèrement. Et en plus, nous, quand on parle aussi rénovation, il faut aussi savoir comment on produit notre énergie. Dans les villes, je le dis, je fais la promotion des réseaux de chaleur et des réseaux de froid. Aujourd'hui, c'est des outils très puissants de décarbonisation. Donc il faut allier rénovation, mais aussi production d'énergie un petit peu différente. Ils sont très bien financés d'ailleurs. Et là aussi, les réseaux de chaleur sont vraiment aidés et accompagnés par le gouvernement. Mais on l'entend bien ici. Les ménages aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir un interlocuteur unique. Les collectivités territoriales, c'est la même chose. L'industrie, c'est exactement la même chose. Et si on change le paradigme et les règles en permanence, on ne sait plus comment faire, et l'objectif final de rénover 700, 900 000 logements n'est pas atteint. Donc il faut de la fiabilité, il faut de la visibilité dans le temps, et tant qu'on n'a pas ça, on ne pourra pas atteindre les objectifs fixés par l'État, mais également les objectifs fixés par l'Union européenne. Alors justement, visibilité, vous allez nous donner un petit peu la photographie des parcs de logements à Laval. Alors déjà, je voudrais dire en préambule que Laval est dans la moyenne basse des villes où le logement ou la précarité énergétique est assez faible, c'est-à-dire qu'on a 35% de logements qui sont en EFG, sachant que dans les autres villes, on est plutôt à 40-42%. Donc Laval est plutôt un bon élève sur cet aspect-là. Il y a du travail, ça c'est sûr, et les acteurs locaux y sont engagés, mais c'est plutôt dans une bonne dynamique. De la ville. Très bon classement même. Bon classement, oui, effectivement. Ouais. Voilà, et donc les appartements, la répartition, autrement on passe au cas concret. On peut passer au cas concret. Il y a à peu près 60% d'appartements à Laval et à peu près 39%, un peu plus de 39% de maisons individuelles. Donc c'est aussi assez équilibré dans les villes. Il y a souvent plus d'appartements et là on voit qu'il y a un mix assez équilibré. Et on a la chance d'avoir aussi des 32% de logements sociaux avec 2 opérateurs, Medouane et Mayenne Habitat, effectivement, qui entretiennent leur patrimoine. Et je pense que ça améliore les chiffres. C'est effectivement important d'entretenir au fur et à mesure. Alors justement, on va voir, comme à chaque fois dans chaque ville, en fait, des exemples concrets pour changer d'étiquette énergétique. Premier cas concret, donc une maison individuelle à Laval, 125 mètres carrés chauffée au fioul. Exactement, donc on va réussir à passer d'une étiquette G à une étiquette C, ce qui est très important. C'est un vrai cas, hein, pour rappeler à nos auditeurs. C'est un vrai cas. Oui. Pour un gain énergétique de 80%, c'est rare mais ça existe et on le prouve ici. Et en réalisant plusieurs types de travaux, notamment l'isolation thermique des murs par l'extérieur, on a installé une pompe à chaleur en remplacement de la chaudière fuel, donc ça c'est très important, on gagne énormément là-dessus. On isole la toiture et on a également changé les fenêtres. En changeant tout ça, on réussit à avoir sur 85 000 euros de travaux le plafond maximum qui est 90% des aides
donc un montant de 63 000 euros. 63 000 euros. Sur un montant de travaux de 85 000 euros. Donc ce qui est colossal, avec un reste à charge qui de 22 000 euros. 22 000 euros. Bon calcul. Merci. Et du coup, on va pouvoir financer ce reste à charge par plusieurs leviers. On sait que c'est quand même la problématique principale des ménages et on peut le financer grâce au l'éco-prêt à taux zéro. Donc ça, c'est important. Et on a des dispositifs. Et Elio, on accompagne les propriétaires à justement financer ce reste à charge. Et la valeur du bien fait un bond en avant de minimum 25-30%. Peut-être pas, mais 15-20%, effectivement, sans compter les économies d'énergie. Sans compter les économies d'énergie et la baisse sur la facture. Très important. Donc ça, c'était l'exemple maison individuelle. Si on passe à une copropriété, donc là, on prend l'exemple d'une copro à Laval, toujours, qui comporte 2 bâtiments de 36 logements équipés d'un système de chauffage au gaz collectif. Exactement. Donc là, on passe effectivement d'une étiquette D à une étiquette B. Donc le gain est un petit peu moins important, mais il est de 45%, donc ce qui est quand même assez significatif. On va isoler, comme pour la maison, thermiquement par l'extérieur. On va remplacer des robinets existants par des robinets thermostatiques. Et puis, on remplace la chaudière actuelle par une chaudière à gaz à condensation. Avec ça, pour un montant de 473 000 euros de travaux, donc ce qui est important, on arrive en baissant et en allant chercher les aides. On va chercher les certificats d'économie d'énergie, comme je le disais, avec à peu près 24 000 euros de prime C2E, et puis 134 000 euros de ma prime Rénov CoPro, pour une aide globale de presque 160 000 euros et un reste à charge de 314 000 euros, ce qui reste important, mais qui peut être financé et qui surtout, on a besoin d'un accompagnement pour les copros, c'est très important parce qu'on a un AMO qui doit être spécialisé pour le projet et accompagner les copropriétaires, assistant à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Et c'est souvent les projets qui prennent le plus de temps, mais si vous avez un bon assistant à maîtrise d'ouvrage, vous allez pouvoir respecter l'ensemble des étapes et accélérer ce projet pour optimiser vos aides financières. Monsieur le maire, quand même une réaction par rapport justement à la rénovation énergétique et toutes vos aides. Vous le saviez, vous étiez bien classé comme ça ? J'avais pas les chiffres en détail. Par contre, effectivement, il faut aussi rappeler le rôle des collectivités, puisque Laval Agglomération, dans son plan local de l'habitat, a un volet rénovation et accompagne financièrement. Nous, on a décidé de travailler main dans la main avec tous les EPCI et le département, avec un seul opérateur, qui est Solia, qui est notre association partenaire qui oriente vers toutes les aides. Donc c'est aussi important que l'information soit centralisée et simple pour l'usager, ensuite prise en main. Et donc ça, c'est le petit plus qu'on a, je pense, sur notre territoire. Et je voudrais rappeler quand même que, effectivement, les ménages sont très aidés, mais les collectivités territoriales peuvent bénéficier. Et ça se cumule, je crois. On peut cumuler les aides. On peut cumuler les aides, effectivement, mais il y a aussi le fonds vert. Bon, on a appris qu'il allait être raboté de plusieurs centaines de millions, mais il y a quand même des aides qui sont présentes pour aider les collectivités. En tout cas, on a un mur d'investissement pour Laval. S'il fallait rénover au décret tertiaire à horizon 2030 tout notre patrimoine, on en aurait pour plus de 50 millions d'euros. Capacité d'investissement de la ville sur 6 ans, c'est 50 millions d'euros. C'est-à-dire que sans rénover la voirie et faire les quelques travaux qu'il faut faire, il faudrait qu'on, pendant 6 ans, ne fasse rien si ce n'est rénover les bâtiments. C'est juste pas possible. Donc voilà, ce mur d'investissement, va falloir y faire face, et ça passe, je pense, par des C2E, par du tracting, par des prêts verts, par des fonds verts. Et aujourd'hui, effectivement, on le sait bien, tout le monde le dit, le compte n'y est pas, mais c'est pas la responsabilité que de l'État, c'est comment collectivement on fait pour qu'on y arrive, quel niveau d'endettement on s'autorise, et peut-être sortir de nos ratios d'endettement en lien avec la Commission européenne, les aspects verts. Je pense que ça a beaucoup de sens. Il faut savoir s'endetter vertueusement. Je pense que la dette, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et il y a le mauvais. Il y a la dette verte et la dette grise et la dette carbonée. Et je pense qu'il est grand temps de s'attaquer à cette dette verte et peut-être la sortir des ratios, en tout cas faire évoluer nos ratios. Les 3% de déficit public quand il y a une transition à faire, quand c'est la survie de l'humanité, je crois qu'on doit revoir cette règle de calcul. Ratio parfois extra-financier. Quand vous parliez de revoir les outils ou même les institutions, il serait aussi intéressant de revoir la fonction du HCSF, vous savez, le Haut Conseil à la stabilité financière, par exemple. Merci Pierre-Marie Perrin. Applaudissements pour Pierre-Marie Perrin. Vous restez avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous retrouvez chaque séquence en podcast, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur l'application du Figaro Immobilier. Figaro Immobilier, dans lequel on va publier, bien évidemment, ça sera le jour, on va le dire. Ce sera le 2 mars. Voilà, le 2 mars. Vous l'achetez, vous le trouvez dans les
kiosque. On est ravis d'être avec vous. Je voudrais remercier chaleureusement les équipes du Figaro Immobilier. Il y en a quelques-unes qui sont dans la salle. Je voudrais mentionner spécialement l'équipe de la mairie. Merci à toutes les équipes. Merci, je crois que c'est Fabien Blanchard, me semble-t-il, qui est chargé de la communication, qui a été le maître d'œuvre avec Grégoire. Il est là-bas, Fabien, il est avec nous. Merci Fabien. Avec Grégoire Daricourt, on a une petite pensée pour lui et sa petite famille. Il est à Briançon, là, il est sur la barre des écrins, exactement. Merci à toutes les équipes également du Figaro et donc, je l'ai dit, de Radio Imo. Monsieur le maire, ce fut une très très belle image de venir dans votre ville. Je vais vous laisser le mot de conclusion pour ce passage ici à la ville. Qu'est-ce que vous a apporté cette émission? Qu'est-ce que vous diriez à toutes celles et ceux qui nous écoutent? Je pense que c'est aujourd'hui la ville où il faut vivre. En tout cas, le retour des villes moyennes démontre qu'on peut vivre partout, bien sur le territoire. On a la chance d'être dans cette douceur de l'Ouest. Et donc, au-delà de cette émission, venez à Laval la découvrir. On est un territoire à la fois hospitalier et attractif. Et je crois qu'on a dévoilé quelques atouts. Et c'est bien mieux de le voir en vrai. C'est très clair. Merci. Olivier, Merci la prochaine étape, nous allons quitter la Mayenne et nous allons aller à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ce sera le 20 mars prochain. Et puis je rappelle d'ailleurs que c'est dans la succession de nos passages, puisque nous serons du 11 au 15 au Palais des Festivals de Cannes. J'y serai d'ailleurs avec Stéphane Dallier et le groupe Nexity dans le pavillon au 3e étage, le salon des ambassadeurs, qui est le pavillon des villes d'Europe. Je ne sais pas si vous avez prévu d'aller au MIPIM cette année, Florian Berco. J'ai été invité, mais malheureusement, je ne pourrai pas y aller. Alors, on se fait un plaisir de vous accueillir sur le plateau. On parlera de vous, voilà, à distance. Ensuite, direction Lyon, où on fait une halte pour les prix de l'immobilier à Lyon. On a déjà eu le plaisir avec Olivier de rencontrer Grégory Doucet, le maire de Lyon. Et ensuite, Olivier, on se retrouve avec la maire d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, donc le 20 mars prochain, absolument. Absolument. Et on vous attend tous nombreux. Vive Laval, vive la France. Et votez pour moi. Bravo. Salut les amis. Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.